Lorsque je suis arrivé à l'aéroport à 1 heure du matin, le chauffeur de taxi a soudain verrouillé les portes et a dit : « Ne descendez pas ici, madame. Vous comprendrez dans 5 minutes. » Il avait l'air effrayé, alors je lui ai obéi. Puis 3 policiers nous ont encerclés et... Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Élise Morel, j'ai 33 ans, et même si mes racines sont solidement ancrées à Lyon, c'est à Paris que je mène aujourd'hui ma vie professionnelle, essayant encore de trouver ma place dans une ville qui ne dort jamais. En apparence, tout semblait parfaitement ordonné, un bon emploi, un mariage stable, une routine rassurante. Pourtant, derrière cette image lisse se cachait une tension que je n'arrivais pas à expliquer, comme si quelque chose d'invisible guettait dans l'ombre. Je me persuadais que c'était seulement la fatigue, le rythme parisien, ou peut-être les silences étranges de mon mari ces derniers temps. Si j'avais su ce que cette nuit allait déclencher, j'aurais prêté attention aux détails que j'ignorais chaque jour. Cette nuit-là, à 1h07 du matin, j'ai pris un taxi en direction de l'aéroport Charles de Gaulle pour apporter à mon mari le portefeuille qu'il avait oublié, tentant de me convaincre que ce simple geste éviterait une dispute inutile. Le froid mordant et le silence des rues me donnaient l'impression d'être coupé du monde, comme si Paris retenait son souffle. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait été si insistant pour que je vienne le rejoindre, alors qu'il pouvait simplement acheter ce dont il avait besoin sur place. En montant dans la voiture, j'ai senti mon estomac se nouer, sans parvenir à en identifier la raison. Tout semblait trop calme, trop vide, comme si quelque chose se préparait sous la surface. J'étais épuisé, irrité et envahi par un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à nommer, une sensation sourde qui glissait dans mon corps à chaque kilomètre parcouru. La journée avait été lourde, saturée de tâches imprévues, et mon mari m'avait à peine adressé un mot avant de partir pour son séminaire. Je repassais mentalement nos dernières conversations, cherchant un indice, un détail qui aurait pu m'avertir. Rien ne semblait logique, ni sa nervosité récente, ni son départ précipité. Cette nuit, tout en moi criait qu'il se passait quelque chose que je n'arrivais pas encore à voir. Le chauffeur semblait nerveux, il regardait le rétroviseur toutes les minutes, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un, à l'extérieur. Ses doigts tapotaient le volant d'un rythme irrégulier, et chaque fois que je croisais son regard, il détournait les yeux avec une brusquerie étrange. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement fatigué ou effrayé par l'heure tardive. Mais lorsque je lui ai demandé si tout allait bien, il s'est contenté d'un bref « oui, madame », un peu trop rapide, un peu trop forcé. Son silence lourd réveillait en moi une inquiétude que je ne pouvais plus ignorer. En approchant du terminal, il a soudain verrouillé toutes les portes, le bruit sec du mécanisme brisant le silence comme une alarme. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru entendre mes propres pulsations résonner dans l'habitacle. Je l'ai regardé, stupéfaite, cherchant une explication sur son visage crispé. Il ne m'a pas regardé, ses yeux restant fixés sur l'avant comme s'il guettait une menace invisible. En un instant, tout l'air a semblé se figer autour de moi, me coupant presque la respiration. Mon cœur a chaviré, j'ai cru que j'allais être enlevée, et mes mains se sont instinctivement agrippées à mon sac comme si cela pouvait me protéger de quoi que ce soit. Une bouffée de panique a envahi ma poitrine, me laissant incapable de réfléchir clairement. Je me suis demandé si j'avais été imprudente en sortant seule à cette heure, si j'avais commis une erreur fatale. Je sentais mes pensées se bousculer, mêlant peur et incrédulité. Peu importe la raison, je savais que le danger venait de commencer. « Ne descendez pas ici, madame. Vous comprendrez dans 5 minutes, » a-t-il dit d'une voix tremblante, sans me regarder, comme s'il craignait que ces mots ne déclenchent une réaction incontrôlable. Sa respiration courte trahissait une tension qu'il essayait difficilement de contenir. J'ai senti mes jambes se raidir, incapable de discerner si je devais obéir ou fuir. Tout en moi criait d'ouvrir la porte et de courir, mais ces mots portaient une urgence qui semblait sincère. Cette contradiction me paralysait, me laissant suspendue entre instinct et raison. Je lui ai crié de me laisser sortir, mais il a seulement murmuré « S'il vous plaît, faites-moi confiance », une supplique presque douloureuse qui m'a déstabilisée davantage. Je ne connaissais pas cet homme,
et pourtant quelque chose dans son ton évoquait la peur, pas la menace. Sa main tremblait légèrement sur le volant, comme s'il luttait pour garder le contrôle de la situation. Je me suis retrouvée incapable de décider si j'étais en présence d'un danger ou d'un protecteur. Et c'est précisément cette incertitude qui m'a figée sur mon siège. Ma respiration s'est accélérée tandis que mes mains cherchaient désespérément la poignée, le métal froid glissant sous mes doigts comme une provocation. Je me sentais prise au piège, enfermée entre mes doutes et les portes verrouillées. Chaque seconde semblait s'étirer comme un fil prêt à se rompre. J'essayais de garder mon sang-froid, mais mes pensées partaient dans toutes les directions. Une seule idée me hantait, quelque chose, dehors, était encore plus dangereux que ce taxi fermé. Soudain, 3 voitures de police ont freiné devant le taxi et nous ont complètement encerclés, les gyrophares éclaboussant la nuit de reflets bleutés. Le bruit des pneus sur l'asphalte et les ordres criés par les agents ont traversé l'habitacle comme une décharge électrique. J'ai sursauté en voyant les silhouettes armées se déployer autour de nous. Tout se passait si vite que mon esprit n'arrivait plus à suivre. Et, pour la première fois, j'ai compris que ma peur n'était peut-être pas dirigée vers le bon endroit. Les policiers ont pointé leurs lampes vers un coin sombre derrière les arbustes, leurs faisceaux découpant la nuit comme des lames inquiètes. Je suivais leurs mouvements du regard, incapable de comprendre ce qu'ils cherchaient exactement, tandis que l'air semblait vibrer d'une tension sourde. Le chauffeur retint son souffle, le regard rivé dans la même direction, comme s'il savait déjà ce qui allait surgir. J'avais l'impression que le temps s'était suspendu, ne laissant place qu'au bruit régulier de mon cœur affolé. Chaque seconde me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Là, un homme armé a surgi en tentant de s'enfuir, son ombre se détachant brusquement des fourrés avant de s'élancer vers l'obscurité. Les policiers ont crié des ordres auxquels il n'a pas obéi, accélérant sa fuite avec une détermination presque désespérée. J'ai senti une vague glacée traverser mon corps lorsque j'ai aperçu l'arme briller sous la lumière. Le danger était soudain tangible, réel, violent, à quelques mètres seulement de moi. Je n'osais plus respirer, de peur d'attirer l'attention de cet inconnu menaçant. Les agents l'ont plaqué au sol et menotté avec une rapidité qui m'a laissée tremblante, leurs gestes précis trahissant l'urgence de la situation. L'homme se débattait, grognant des mots incompréhensibles, mais rien ne semblait pouvoir échapper à la force coordonnée des policiers. Je regardais la scène comme si je n'y appartenais pas, comme si mes yeux observaient un film dont je ne pouvais détourner le regard. L'asphalte résonnait sous leurs pas, amplifiant la violence de l'arrestation. Et pourtant, une sensation encore plus oppressante commençait à monter en moi. Pourquoi cet homme était-il si proche de moi? Je ne comprenais rien, j'étais paralysée de peur, incapable de rassembler mes pensées tant la scène me semblait irréelle. Tout se mélangeait, le taxi verrouillé, l'homme armé, les voitures de police, les cris. Je sentais mes mains devenir froides, mes doigts engourdis comme si mon corps tentait de se protéger en se déconnectant. La réalité semblait glisser entre mes doigts, trop lourde pour être supportée d'un seul coup. Une seule certitude s'imposait, ce n'était pas un hasard. Le chauffeur m'a demandé de ne pas bouger, cet homme, il vous attendait, a-t-il murmuré d'une voix grave qui ne laissait aucune place au doute. Ces mots ont heurté ma poitrine comme un coup invisible, m'arrachant un souffle que je ne retrouvais plus. Je l'ai fixé, incrédule, cherchant une explication logique à une phrase aussi terrifiante. Comment quelqu'un pouvait-il m'attendre ici, au milieu de la nuit? L'idée même me paralysait, m'empêchant de formuler la moindre question. J'ai senti tout mon sang quitter mon corps d'un seul coup, comme si la vie elle-même se retirait de mes veines. Mes oreilles bourdonnaient, la scène devant moi se déformait légèrement, et j'ai dû m'agripper au siège pour ne pas perdre l'équilibre. Je ne savais plus si je devais pleurer, crier ou fuir, tant la révélation me semblait insupportable. Que avais-je fait pour attirer une telle menace? Pourquoi moi, cette nuit-là, à cet endroit précis? Aucune réponse ne venait, seulement une peur brute qui me rongeait de l'intérieur. Quelques minutes plus tard, un officier s'est approché et m'a montré une photo, j'étais dessus, clairement identifiable, prise visiblement à mon insu. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait se fendre, car cette image prouvait que quelqu'un me suivait depuis un moment.
Le policier gardait un calme professionnel, mais son regard était chargé de gravité. Je tremblais en essayant de comprendre quand, ou, comment on avait pu me photographier sans que je m'en rende compte. Cette preuve glaçante me confirmait que j'étais devenue une cible. Il l'avait dans sa poche. « Vous étiez la cible », m'a-t-il dit gravement, et ces mots ont résonné dans ma tête comme un écho interminable. Je sentais mon souffle se raccourcir à mesure que la réalité s'imposait. Cet homme ne m'avait pas trouvé par hasard. Je revoyais chaque trajet récent, chaque sortie, chaque moment où j'avais baissé ma garde. Le monde autour de moi semblait soudain hostile, menaçant, étranger. Je comprenais que ma vie avait été en danger, sans que je ne m'en doute. Je me suis mise à trembler en pensant à ma fille, à ma famille, et à tout ce qui aurait pu arriver si le chauffeur n'avait pas réagi comme il l'avait fait. Les scénarios les plus sombres défilaient dans ma tête, me coupant la respiration. Je réalisais que ma présence ici, à cette heure précise, n'était peut-être pas le fruit du hasard mais d'un piège orchestré. Une lourdeur accablante s'est installée dans ma poitrine, m'empêchant de penser clairement. Je me suis demandé combien de minutes il aurait fallu pour que ma vie bascule irréversiblement. L'homme interpellé refusait de parler, mais le chauffeur, lui, a commencé, comme si le silence de cet inconnu le poussait enfin à révéler ce qu'il cachait. Il semblait lutter contre ses propres émotions, ses yeux brillants d'une détermination mêlée de douleur. Je ne comprenais pas encore pourquoi il se sentait concerné à ce point, ni d'où venait cette urgence à me dire la vérité. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourd, comme arraché à une histoire ancienne. Je sentais que ce qu'il allait dire changerait tout. Il m'a regardé avec émotion. « Madame Élise, j'ai été garde du corps de votre père autrefois », a-t-il avoué d'une voix où se mêlaient respect et tristesse, comme s'il portait un secret depuis trop longtemps. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité qui me fit frissonner, éveillant des souvenirs flous de ma jeunesse. Je ne reconnaissais pas son visage, mais quelque chose dans sa posture me semblait étrangement familier. Cette révélation inattendue bouleversait la scène entière, donnant un sens nouveau à sa présence et à son comportement. Je sentais que le passé venait brusquement de s'inviter dans cette nuit déjà trop lourde. Je suis restée muette, je ne le reconnaissais pas, ou je ne m'en souvenais plus, et cette absence de mémoire ajoutait une inquiétude supplémentaire. Il semblait comprendre ma confusion, car son regard se fit plus doux, presque désolé. Autour de nous, les policiers continuaient leur travail, mais je n'entendais plus rien, comme si la révélation avait étouffé tous les bruits. Une partie de moi voulait fuir cette conversation, l'autre voulait qu'il continue pour éclairer ce chaos. Je savais déjà que sa présence ici n'avait rien d'un hasard. Votre père se méfiait de votre mari. Il m'avait demandé de le surveiller, au cas où, ajouta-t-il, et ses mots s'enfoncèrent en moi comme une lame froide. Je n'arrivais pas à comprendre comment un homme aussi discret et loyal pouvait détenir une vérité aussi dangereuse sans jamais la dévoiler. Le simple fait que mon père ait eu des doutes sur celui que j'avais épousé me donnait envie de vomir. Toute mon histoire conjugale semblait soudain se fissurer, révélant des failles que je n'avais jamais osé regarder. Mon souffle se bloqua, incapable d'absorber une vérité aussi brutale. Un coup violent m'a traversé la poitrine. Mon mari ? Pourquoi ? Comment avais-je pu vivre à ses côtés sans percevoir une menace aussi profonde ? Je revis en accéléré nos années ensemble, ces moments de tendresse, ces absences, ces excuses maladroites. Chaque souvenir prenait une teinte différente, comme si ma mémoire se réécrivait sous mes yeux. Je sentais un vertige me happer, me rendant incapable de distinguer le vrai du faux. La trahison commençait à m'envelopper comme un brouillard épais. Le chauffeur expliqua qu'il le suivait depuis plusieurs semaines, observant discrètement ses allées et venues, ses rencontres et ses appels mystérieux. Il parlait avec une précision maîtrisée, preuve qu'il avait tout noté, tout analysé, tout anticipé. Mon cœur se serrait à mesure qu'il décrivait la double vie de l'homme que j'avais juré d'aimer. Je me sentais trahie à un niveau que je n'aurais jamais imaginé possible. Chaque mot ajouté dessinait une image plus sombre encore de celui que je croyais connaître. Il avait découvert que mon mari avait engagé un intermédiaire au passé violent, un homme connu des services de police pour extorsion et agression. Ce choix révélait une intention claire, réfléchie,
planifié depuis longtemps. Rien ne laissait place à l'erreur ou au malentendu, quelqu'un avait été payé pour me faire du mal. Je sentais mon corps s'engourdir comme si mes nerfs se mettaient en veille pour survivre au choc. Le monde autour de moi semblait soudain étranger, trop dangereux pour continuer à y avancer. Et que 3 mois plus tôt, il avait souscrit une assurance vie à mon nom, pour une somme énorme, un montant que seules les situations les plus dramatiques justifient. À cet instant, mon estomac se serra d'une manière presque douloureuse, comme si la réalité me frappait avec une précision chirurgicale. Cette démarche ne laissait aucun doute, mon mari avait pensé à tout, même à l'après. Je compris que je n'avais jamais été une épouse aimée, mais une cible potentielle. Cette prise de conscience me déchira silencieusement. Une nausée fulgurante m'a envahi, tout prenait sens, chaque détail que j'avais ignoré s'alignant brutalement comme les pièces d'un puzzle sinistre. Les disputes récentes, ces absences soudaines, ces explications vagues, tout formait désormais un tableau cohérent. Je réalisais que ma vie avait été minutieusement manipulée pour me conduire exactement là où il voulait. Ma gorge se serra, incapable de laisser sortir un son. Je venais de perdre en quelques minutes toute la structure de mon existence. Le déplacement à l'aéroport, le portefeuille oublié, les disputes, les mensonges, tout semblait désormais orchestré pour créer une opportunité idéale. Je me revoyais quitter l'appartement en hâte, croyant simplement aider mon mari, j'ignorais que je marchais dans son piège. Chaque geste que j'avais fait ce soir-là avait été prévu, anticipé, calculé contre moi. La lucidité me frappait si violemment que j'avais du mal à respirer. Je réalisais que je n'avais jamais été en sécurité à ses côtés. Notre mariage s'effritait depuis des mois, mais jamais je n'aurais imaginé cela, jamais je n'aurais soupçonné une intention aussi monstrueuse derrière son détachement. Je croyais à une crise passagère, à la routine, au stress, à tout sauf à un projet d'élimination. La douleur qui montait en moi dépassait celle d'une trahison, c'était la destruction d'une vie entière bâtie sur un mensonge. Je me sentais à la fois perdue, humiliée et profondément brisée. Ce que je venais de découvrir n'était pas seulement choquant, c'était irréversible. Le chauffeur m'avoua qu'il avait intercepté des messages et des enregistrements audio, preuves irréfutables que mon mari préparait quelque chose d'irréparable. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il expliqua combien cela lui avait coûté de rester silencieux jusqu'à ce soir. Je sentais mon cœur se serrer à chaque mot, incapable d'imaginer comment ma vie avait pu être surveillée sans que je ne m'en aperçoive. Ces révélations arrachaient les dernières illusions auxquelles je m'accrochais encore. J'avais l'impression de regarder s'écrouler un château de cartes construit par des années de confiance mal placée. Mon mari voulait simuler un vol afin de justifier ma mort, un plan méthodique destiné à effacer toute suspicion et à transformer un crime en simple fait divers. Le chauffeur parla d'une précision glaçante, comme s'il avait revu chaque élément à maintes reprises. J'essayais d'imaginer mon mari élaborant une telle mise en scène, mais mon esprit refusait d'associer cet homme à une intention aussi monstrueuse. Pourtant, les preuves existaient, tangibles, froides. Je sentais la peur se mêler à une colère nouvelle, presque brûlante. Puis quitter la France avec sa maîtresse, une femme nommée Camille, avec laquelle il entretenait une relation depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Entendre son nom prononcé à voix haute fut comme recevoir une gifle brûlante. Je découvrais soudain que ma place dans sa vie n'avait été qu'un rôle utile, destiné à lui offrir un avenir financé par ma disparition. La trahison sentimentale se mêlait à la trahison criminelle, créant une douleur presque insoutenable. Je n'arrivais plus à comprendre comment 2 êtres pouvaient comploter ma mort avec autant de calme. Mon cœur se brisait tandis que j'écoutais son récit, chaque détail ajoutant une couche supplémentaire de douleur et d'incrédulité. Je sentais mes mains trembler malgré mes efforts pour garder une apparence de contrôle. Le monde autour de moi semblait se dissoudre, ne laissant que la violence d'une réalité que je n'étais pas prête à affronter. Chaque révélation arrachait un morceau de mon passé, laissant place à un gouffre sombre et silencieux. Je me sentais presque étrangère à ma propre vie. Les policiers nous ont demandé de les suivre au commissariat pour déposer une plainte, précisant que chaque minute comptait désormais. Le chauffeur me fixa avec une détermination protectrice, comme s'il s'engageait à ne plus me quitter des yeux.
Je me suis sentie soutenue, mais aussi terriblement vulnérable devant l'ampleur de ce qui se déroulait. Monter dans la voiture de police me donna l'impression d'abandonner une version de moi-même sur le trottoir. Je savais que rien ne redeviendrait comme avant. Sur le trajet, une seule question se répétait dans ma tête: comment ai-je pu ne rien voir? Je repassais chaque geste, chaque regard de mon mari, cherchant désespérément un signe évident que j'aurais manqué. Mais la vérité était plus simple et plus cruelle, je lui faisais confiance. Dans l'habitacle silencieux, je sentais cette prise de conscience me couper le souffle. Ce n'était pas seulement lui qui m'avait trahi, c'était moi qui m'étais abandonnée à ses mensonges. En repensant aux dernières semaines, j'ai réalisé combien de signes j'avais ignorés par amour, par envie de préserver notre famille, par refus de croire au pire. Les nuits où il ne rentrait pas, les explications confuses, les urgences professionnelles qui se multipliaient. Tout formait un tableau cohérent désormais, mais que je refusais de voir tant que j'y étais plongée. J'éprouvais une colère profonde contre moi-même, autant que contre lui. J'aurais voulu remonter le temps, me secouer, m'avertir. Sa froideur, son obsession pour mes horaires, sa soudaine inquiétude pour ma santé, tout cela prenait un sens sinistre. Je revoyais ses questions insistantes sur mes déplacements, ses appels apparemment innocents pour vérifier où je me trouvais. Même ses gestes d'affection tardifs paraissaient faux, calculés, destinés à masquer ses intentions. Je me demandais comment j'avais pu confondre manipulation et tendresse. À cet instant, je mesurais l'étendue de la mise en scène. Il m'avait même supplié de le mettre bénéficiaire de mon assurance, pour me protéger, répétait-il, un mensonge qui me donne aujourd'hui la nausée. Je revoyais sa main tenant la mienne, son regard fin d'inquiétude, ses promesses creuses. Je n'aurais jamais imaginé que cette demande cachait un projet meurtrier. Chaque souvenir devenait une preuve de plus de son hypocrisie. Et je réalisais que je ne connaissais pas réellement l'homme avec qui je partageais ma vie. Au commissariat, on m'a montré des messages extraits du téléphone du suspect, des conversations qui confirmaient chaque détail de ce que le chauffeur m'avait raconté. Les mots étaient courts, froids, exécutifs, comme s'il s'agissait d'une simple transaction. Je sentais ma gorge se serrer à mesure que la vérité se matérialisait devant moi, ligne après ligne. Les policiers restaient professionnels, mais leur regard trahissait la gravité de la situation. Je comprenais alors que je n'avais pas seulement échappé à un danger, j'avais survécu à un meurtre planifié. Mon mari lui avait envoyé ma géolocalisation en temps réel, chaque mouvement enregistré avec une précision effrayante. Je voyais apparaître sur l'écran les points rouges qui retraçaient mes trajets de la journée, comme si j'étais une cible qu'on suivait à la trace. Cette vision me donna la sensation d'être trahi jusque dans mon intimité la plus profonde. Rien, pas même mes promenades les plus banales, ne lui échappait. L'idée qu'il avait surveillé ma vie à ce point m'écœurait. Assure-toi que ça ressemble à une agression, disait l'un des textos, si froid et mécanique que j'en eus la nausée. Les mots semblaient dénués d'humanité, comme s'il parlait d'un objet, non de sa propre épouse. Je sentais mes mains trembler tandis que je lisais les instructions précises destinées à maquiller ma mort. Chaque ligne révélait une intention calculée, détachée, presque professionnelle. Je n'arrivais pas à croire que ces phrases venaient de l'homme que j'avais aimé. Et un autre, ça doit se faire ce soir. Il n'y aura pas d'autre occasion. En lisant cela, une sueur glacée me parcourut la nuque. La certitude que ma mort avait été programmée pour cette nuit précise m'ôta la dernière once d'air dans les poumons. J'essayais d'imaginer ce qui se serait passé si le chauffeur n'avait pas agi, mais mes pensées s'arrêtaient avant d'atteindre la fin. L'horreur était trop grande. Je me sentais à la fois vivante et brisée. Je me suis effondrée en larmes. C'était d'une cruauté inimaginable, un crime pensé, repensé, peaufiné comme un projet sordide. Les policiers me laissèrent quelques secondes pour reprendre mon souffle, respectant le choc qui me traversait. Je réalisais que cette nuit ne marquait pas seulement la fin de mon mariage, mais aussi la fin de l'image que j'avais de l'amour. Je n'aurais jamais cru qu'un être humain pouvait aller aussi loin dans la trahison. Et pourtant, les preuves étaient là, indiscutables.
Le chauffeur m'a soutenu et m'a dit qu'il restait encore d'autres preuves, son regard se faisant plus grave encore. Je craignais d'entendre la suite, mais je savais que je devais affronter toute la vérité pour survivre à ce cauchemar. Sa voix restait calme, presque paternelle, comme s'il mesurait chaque mot pour ne pas me briser davantage. Je m'accrochais à cette présence comme à une bouée dans un océan déchaîné. Je n'étais pas seule, même si mon monde s'effondrait. Il avait trouvé un second téléphone appartenant à mon mari, un appareil que j'ignorais complètement et qui ne figurait nulle part dans nos documents. Ce téléphone était une boîte noire de ses intentions les plus sombres, remplie de données qu'il pensait garder secrètes. Les policiers l'avaient analysé rapidement, confirmant qu'il contenait de multiples conversations compromettantes. Je me sentais nauséeuse en imaginant mon mari utiliser cet appareil pour organiser ma disparition. C'était comme découvrir une seconde vie cachée, entièrement tournée contre moi. Sur cet appareil, il y avait des photos, des mails et des virements suspects, tous liés à la préparation du crime. Chaque image était une preuve supplémentaire de la froideur avec laquelle il avait construit son plan. Je revoyais les transferts d'argent, les échanges codés, les prises de rendez-vous avec cet intermédiaire dangereux. Rien n'avait été laissé au hasard. Je réalisais que mon mari avait franchi toutes les limites imaginables pour parvenir à ses fins. Ainsi que des captures de conversations explicites avec sa maîtresse, où il parlait ouvertement d'un futur où je n'existerais plus. Les mots étaient durs, déshumanisants, remplis d'un cynisme insupportable. Elle l'encourageait, le poussait, rêvant déjà de la vie luxueuse qu'ils mèneraient ensemble. Je sentais mes entrailles se tordre en lisant ces échanges. Je n'étais plus seulement trahie, j'avais été effacée dans leur plan. Et le pire, un message vocal où ils parlaient de ce qu'ils feraient avec l'argent, leur voix légère, presque joyeuse, comme s'ils planifiaient des vacances plutôt qu'un meurtre. L'entendre rire pendant qu'il évoquait la somme que valait ma vie fut une blessure impossible à décrire. Une rage froide monta en moi, se mêlant à une douleur profonde. Ce n'était plus une simple trahison sentimentale. C'était la preuve que ma mort était devenue un projet financier. La police a ouvert une enquête officielle et m'a demandé de coopérer pleinement, expliquant que chaque élément que je fournirais serait déterminant. Je me sentais vulnérable mais aussi animée d'une nouvelle force, celle de quelqu'un qui refuse de mourir en silence. Les policiers prirent soin de me protéger, me traitant avec une douceur inattendue dans un contexte aussi brutal. Je savais que le chemin serait long, mais je n'avais plus peur de la vérité. J'étais prête à tout pour que justice soit faite. J'ai passé 2 jours à témoigner, à pleurer, à trembler, incapable de trouver le sommeil tant les images et les révélations tournaient en boucle dans ma tête. Les policiers me posaient des questions précises, nécessaires, mais chaque réponse me faisait revivre une nouvelle déchirure. Je me sentais vidée, comme si mon corps fonctionnait encore mais que mon esprit refusait d'accepter la réalité. Les heures s'étiraient, lourdes, rythmées par les allers-retours entre le bureau d'audition et la salle d'attente. Chaque minute renforçait l'idée que ma vie ne serait plus jamais la même. Je me sentais trahie, détruite, mais aussi furieuse, une colère brûlante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette rage m'empêchait de sombrer, me donnant la force de continuer malgré la peur et l'épuisement. Je réalisais que si j'abandonnais, je lui permettais de gagner une dernière fois, même derrière les barreaux. Cette idée me répugnait autant qu'elle me galvanisait. Je décidai que je n'allais plus jamais être une victime passive. J'ai décidé d'affronter mon mari sans lui laisser deviner quoi que ce soit, consciente que sa réaction pourrait constituer une preuve supplémentaire. Les policiers m'avaient prévenu de rester prudente, mais je savais que ce moment était essentiel pour moi. En rentrant chez moi, je me suis préparée mentalement, répétant dans ma tête une version calme et neutre des événements. Je ne devais rien laisser transparaître. Une seule erreur aurait pu mettre en péril toute l'enquête. Je suis rentrée à la maison en faisant semblant que tout allait bien, jouant le rôle de l'épouse fatiguée mais conciliatrice. Mon cœur battait à un rythme effréné tandis que j'ouvrais la porte, me demandant comment j'allais supporter son regard. L'appartement semblait étranger, comme un décor dont je connaissais chaque détail mais qui avait perdu son sens. Je posai mon sac comme d'habitude, tentant de respirer normalement. Mon sourire tremblait,
mais il le remarqua à peine. Il était là, soi-disant inquiet de ma disparition, jouant la comédie avec une aisance révoltante. Il me serra dans ses bras, comme s'il voulait effacer les tensions de ces derniers jours, mais je sentis immédiatement la fausseté de son geste. Son parfum, autrefois familier, me donna envie de reculer. Je dus lutter pour ne pas me crisper, pour garder le contrôle de mon corps. Je pensais aux preuves, aux messages, à son rire avec sa maîtresse, et je faillis vaciller. Il m'a serré dans ses bras, mais je reconnaissais désormais l'odeur de ses mensonges, chaque détail de son comportement révélant une duplicité que je n'aurais jamais soupçonnée autrefois. Il parlait vite, comme pour combler le silence, tentant de me rassurer avec des mots vides. Je laissais mon visage se détendre artificiellement, jouant le rôle qu'il attendait. Il n'avait aucune idée de ce que je savais. Cette ignorance le condamnait déjà. Ce soir-là, j'ai caché un enregistreur dans le salon, dissimulé derrière un livre que j'avais discrètement déplacé. Mes mains tremblaient légèrement, mais je savais que cette précaution était indispensable. Si je pouvais obtenir des aveux ou une preuve supplémentaire, l'enquête prendrait une tournure décisive. Le silence de l'appartement me pesait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je devais être patiente, et surtout très prudente. J'ai fait semblant d'avoir retrouvé son portefeuille et d'avoir oublié l'incident, inventant une excuse pour justifier mon absence prolongée. Il hocha la tête, soulagé en apparence, et je vis son corps se détendre lentement. La conviction de son propre contrôle le rendait imprudent. Je lui parlais avec douceur, jouant un rôle qui me dégoûtait mais qui était nécessaire. À cet instant, je savais que je l'avais piégé sans qu'il ne s'en doute. Il s'est détendu, et a commencé à téléphoner à sa maîtresse, croyant que je dormais ou que je m'affairais dans la salle de bain. Sa voix basse, impatiente, dévoilait une irritation mêlée d'inquiétude. Je distinguais clairement ses mots, chaque phrase confirmant l'ampleur du plan auquel j'avais échappé. Il parlait de « retarder », de « trouver une autre occasion », comme si tout cela n'était qu'un contretemps. Mon cœur se serra, mais je laissai l'enregistreur faire son travail. Il disait que le plan avait échoué et qu'il devait se réorganiser, prononçant ces mots avec une froideur qui me glaça le sang. Sa maîtresse semblait paniquer, mais lui restait méthodique, déjà en train de revoir les options. L'enregistrement captait chaque syllabe avec une précision implacable. Je sentais mes jambes trembler, mais je me forçais à rester immobile, consciente de l'importance de cette preuve. Ce soir-là, toute la vérité se grava sur cette bande. Tout fut enregistré clairement, sans ambiguïté, chaque mot révélant une intention criminelle que plus rien ne pouvait dissimuler. J'écoutais sa voix comme si elle appartenait à un étranger, un homme que je n'avais jamais rencontré, tant sa froideur me glaçait. Je sentais que chaque seconde qui passait renforçait le dossier contre lui. Pourtant, derrière cette victoire amère, une douleur profonde persistait. J'avais aimé cet homme, et il planifiait ma mort. J'ai transmis l'enregistrement à la police et au procureur chargé de mon dossier, consciente que cette étape marquait un point de non-retour. Leur réaction fut immédiate, ils comprirent que cet élément changeait tout. Je vis dans leurs yeux une gravité nouvelle, la certitude qu'ils tenaient enfin la pièce maîtresse. J'avais envie de vomir, d'exploser, de m'effondrer. Mais je tenais bon, car désormais la justice pouvait agir. Cette même nuit, les autorités ont perquisitionné notre domicile, entrant avec une détermination silencieuse qui me fit frissonner. Je m'étais éloignée dans le couloir, laissant les professionnels fouiller chaque recoin de ma vie. Les bruits de leurs pas, les tiroirs qu'on ouvre, les objets déplacés, tout donnait à l'appartement un air de scène de crime. Je réalisais à quel point j'avais vécu au cœur d'un mensonge dangereux. Cette maison n'était plus un refuge, mais une preuve. Mon mari a été arrêté pour tentative d'homicide, escroquerie et association de malfaiteurs, menotté devant nos voisins qui observaient la scène avec stupeur. Il me lança un regard chargé d'incompréhension, comme s'il était incapable d'accepter que son plan avait échoué. Ce mélange de surprise et de colère sur son visage me donna un étrange sentiment de libération. Je n'avais plus peur de lui. À cet instant, je sus que ma survie n'était pas un hasard, mais un acte de courage.
Sa maîtresse a également été interpellée pour complicité, sortant de son immeuble en pleurs, incapable de masquer la panique qui lui tordait le visage. Je l'observais à distance, sans haine, seulement avec une profonde fatigue. Elle faisait partie du plan, mais elle n'avait jamais eu de pouvoir réel sur ma vie. C'était lui, toujours lui. L'avoir menotté confirmait seulement que la vérité finissait toujours par éclater. J'ai pleuré, mais cette fois, de soulagement, comme si mes larmes lavaient enfin la peur incrustée dans chaque fibre de mon corps. Je respirais à nouveau, plus profondément que depuis des mois. Les policiers m'assurèrent que je n'avais plus rien à craindre, mais je savais que la reconstruction serait un long chemin. Pourtant, à cet instant précis, être vivante suffisait. La liberté avait l'odeur de l'air froid de cette nuit-là. Le chauffeur qui m'avait sauvé a témoigné et fourni toutes ses preuves, se présentant comme un homme humble, mais d'un courage immense. Je le regardais avec reconnaissance, consciente que je lui devais ma vie. Sans lui, je ne serais qu'une silhouette sur une photographie figée dans un dossier criminel. Son implication bouleversait toutes mes certitudes sur les inconnus que l'on croise par hasard. Il était devenu, en une nuit, mon protecteur inattendu. Le parquet l'a reconnu comme témoin essentiel, et sa coopération permit de solidifier chaque étape du dossier. Son rôle, longtemps caché dans l'ombre, prenait enfin toute sa place dans la lumière. Je sentais une immense gratitude en entendant les policiers reconnaître son importance. Il avait tout risqué pour m'avertir et me sauver. Sa loyauté envers mon père trouvait un écho bouleversant dans mon propre destin. Des mois plus tard, mon mari et sa maîtresse ont été condamnés par le tribunal correctionnel, leur visage vidé de toute arrogance lorsqu'ils entendirent le verdict. Je restais droite, silencieuse, respirant lentement pendant que la justice prononçait leur peine. Chaque mot du juge était comme une pierre retirée de ma poitrine, me libérant du poids que j'avais porté trop longtemps. Je n'éprouvais ni joie ni vengeance. Seulement une paix nouvelle, presque fragile. Et moi, enfin libérée de la peur, j'ai reconstruit ma vie, sachant que cette nuit-là, je n'ai pas seulement survécu, je suis née une seconde fois. Je redécouvrais la douceur des choses simples, la lumière du matin, les pas légers de ma fille dans le couloir. Je n'étais plus l'épouse naïve d'autrefois, mais une femme forgée dans le feu de sa propre survie. Je portais mes cicatrices comme des preuves de force. Et chaque jour, je choisissais la vie, pleinement, sans jamais regarder en arrière. Quelques mois après le procès, j'ai entamé une thérapie, poussée par ma médecin traitante qui voyait bien que, malgré le verdict, je restais hantée par ce que j'avais vécu. Au début, j'avais honte d'avoir besoin d'aide, comme si demander du soutien signifiait que j'étais faible. Mais, séance après séance, j'ai compris que parler, mettre des mots sur l'horreur, c'était aussi reprendre possession de ma propre histoire. Petit à petit, les cauchemars se sont espacés, et j'ai appris à ne plus me définir uniquement comme une victime, mais comme une survivante. J'ai aussi décidé de changer de service au travail, quittant un poste qui me rappelait trop la période où tout se tramait derrière mon dos. Mes collègues les plus proches m'ont soutenu, certains m'avaient vu dépérir sans comprendre pourquoi. En expliquant, avec pudeur, une partie de ce que j'avais traversé, j'ai découvert une solidarité que je n'attendais plus. Ce nouveau départ professionnel, dans une équipe plus humaine, m'a permis de retrouver un rythme de vie plus sain, loin de la pression constante qui me consumait. Avec le temps, j'ai noué un lien particulier avec le chauffeur de taxi, Gérard, qui continuait à prendre régulièrement de mes nouvelles. Il ne s'est jamais présenté comme un héros, répétant que n'importe qui aurait fait la même chose, mais je savais que c'était faux. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver parfois dans un café discret près de la gare, pour parler de tout et de rien, comme deux âmes qui avaient partagé un secret trop lourd. Sa présence tranquille m'apaisait, comme une preuve vivante que le courage existe encore dans ce monde. Je me suis aussi rapprochée de ma famille, que j'avais trop tenue à distance pendant des années pour préserver les apparences de mon couple. Mes parents, bouleversés d'avoir découvert à quel point j'avais souffert en silence, m'ont ouvert leurs portes et leur cœur sans condition. Les dimanches chez eux, à Lyon, sont redevenus des moments simples, faits de repas trop copieux, de rires maladroits et de silences qui n'avaient plus rien de pesant. Je n'avais plus besoin de jouer un rôle,
je pouvais enfin être moi, avec mes failles et mes forces. Un jour, contacté par une association d'aide aux victimes de violences conjugales et de tentatives d'homicide, j'ai accepté de témoigner anonymement. Raconter mon histoire, non plus comme un drame isolé, mais comme une expérience pouvant aider d'autres femmes à reconnaître les signaux, à donner un sens nouveau à ma douleur. Je ne cherchais pas à me mettre en avant, seulement à dire, si quelque chose vous semble étrange, écoutez-vous. Savoir que mon récit pouvait peut-être sauver d'autres vies m'a réconcilié avec la mienne. Un soir d'automne, en revenant de voyage, je suis repassé par l'aéroport Charles de Gaulle. En voyant les panneaux lumineux, les files de taxis, les portes automatiques, j'ai senti mon cœur se serrer, mais je ne me suis pas écroulé. Je me suis arrêté quelques minutes près de l'endroit où, autrefois, tout avait failli basculer. Le froid piquait mes joues, le bruit ambiant formait un brouillard sonore, et pourtant, au milieu de ce chaos, je me sentais étrangement calme. J'ai fermé les yeux et murmuré un simple « merci » à la nuit. En rentrant ce soir-là, j'ai regardé ma fille dormir, sa poitrine se soulevant doucement sous la couette, étrangère au drame que nous avions frôlé. Je me suis assise près d'elle en silence, consciente que le plus grand cadeau que je pouvais lui offrir n'était pas une vie parfaite, mais une mère debout, lucide et libre. Cette nuit-là, j'ai compris que l'histoire que j'avais vécue ne se résumait pas à la trahison et à la peur. Elle parlait aussi de survie, de solidarité, et de la force insoupçonnée que l'on trouve au fond de soi quand quelqu'un murmure, au bon moment, « Ne descendez pas ici, madame ».